Merci Nadège. Et donc, j'ai la charge de faire le point sur deux aspects qui sont les actualités groupe coopérateur en oncologie en 2024, que nous aurons une deuxième partie plus interactive, j'espère, et je vais vous solliciter pour cela, sur la modernisation de la recherche clinique, à la fois sur les nouvelles approches méthodologiques et sur les évolutions des outils, les simplifications de procédures, simplification ou pas, on verra. Ça paraît très intéressant, on va essayer de participer avec si vous voulez. Voilà, très métier, j'ai orienté les diapos très métier. Alors, qu'est-ce qu'un groupe coopérateur en 2024 ? Juste un point d'historique. Les groupes coopérateurs se sont constitués globalement dans les années 90, donc ça paraît ancien, sur des initiatives de cliniciens qui souhaitent travailler ensemble. C'est un point important, ce n'est pas quelque chose qui vient d'en haut, décidé à Paris, à l'administration, non, c'est vraiment une volonté de cliniciens. Dans les années 90, c'est bien avant le plan cancer, il n'y a pas de structuration très déficiente comme on a pu montrer tout à l'heure. Les DRCI et toutes ces choses-là sont arrivées plus tard. Pas de RCP non plus d'ailleurs, donc par rapport à la recherche clinique. Le début du consentement, ça paraît très loin, mais c'est quand même très proche. Et donc c'est important de le rappeler, car c'est toujours le cas, et c'est ce qui fait la force de nos groupes, c'est la vitalité et l'implication de nos investigateurs cliniciens, et qui le font dans un statut loi 1901 à but non lucratif, et aucun de nos administrateurs cliniciens ne sont rémunérés et n'ont pas d'avantage direct dans la vie de nos intergroupes. C'est important également de le rappeler. Alors, donc le réseau GCO s'est structuré il y a 15 ans, en 2009, création du réseau GCO à l'initiative de deux grands groupes qui étaient le GELARC, maintenant le LISARC, donc la branche hémato, et du GERCOR. Pourquoi cette volonté de se réunir, puisqu'on se rend compte que séparément, ces groupes, comme je vous ai dit dans les années 90, se sont créés, et la France, dans le monde de l'oncologie, est très liée vers les organes, les spécialistes d'organes. Donc, je parle de l'oncologie thoracique, on a eu la prise de parole tout à l'heure, c'est globalement des pneumologues qui ont en charge cette prise en charge des patients. Et donc on était un peu chacun dans notre petit coin, avec des structurations, avec des équipes, des unités de recherche clinique, chacun voilà, dans son coin. Alors plutôt Paris, mais le LISARC c'est Lyon, Vortex c'est Tours, donc là aussi des différences géographiques. Et on se dit, tiens, on va se réunir pour essayer d'avoir une meilleure visibilité auprès, alors de nos tutelles, non, puisque nous sommes association loi 1901, nous n'avons pas de tutelle, mais il y a quand même l'INCa qui est arrivé, et ça serait bien qu'on tire profit, qu'on soit un peu reconnu dans ce monde institutionnel, quelque part entre la recherche faite par l'hôpital et la recherche industrielle. Et puis on avance avec l'obtention du label INCa intergroupe de dimension internationale en 2012, et c'est très important dans cette visibilité. Je devais vous dire aussi dans l'histoire, sans paraître comme un mammouth, mais on était là aussi quand on a créé les EMRC. Je pense que nombre d'entre vous sont issus directement ou indirectement de ce programme dans les années 2007. Et à l'époque, on était là aussi pour faire en sorte que ces programmes aillent au plus près des établissements non CHU. Il y a toujours un risque de captation budgétaire. Et donc, on était ravis d'avoir eu notre mot à dire
Je me souviens des dossiers de Toulon, des dossiers d'Aquitaine, par ici, pour essayer d'essaimer, et la preuve que ça a fonctionné. Voilà, ça m'a fait penser à ça tout à l'heure, votre présentation. Sur ce point, vous avez tout à fait raison. Ça reste encore aujourd'hui, pour des établissements qui souhaitent démarrer, l'effet starter. Ça ne marche pas toujours, mais sans ça, ça serait très compliqué. Ça, c'est ça. Oui, oui. Donc, plus soi. Voilà. Donc, il faut aussi montrer quelque chose qui marche dans ce pays. Et donc, les GCO sont des promoteurs académiques. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont une structure opérationnelle pour être promoteurs, pour assurer toutes les fonctions qu'ils doivent accomplir, depuis la création du protocole jusqu'à les résultats, la publication des résultats, notamment. Qu'est-ce que je dois vous dire? Donc, nous sommes, la structuration GCO, elle est légère, c'est une espèce de consortium, temps d'échange entre les différents présidents-directeurs pour avoir, comme aujourd'hui, un interlocuteur unique. C'est quand même plus pratique pour lancer certains programmes ou faire passer des messages, et également des échanges métiers, mais sans avoir de doublonnage, sans avoir des choses. Et nous avons ici la chance d'avoir Claire Dubois, qui est notre chargée de mission, qui, elle toute seule, aide à fluidifier les relations entre ces groupes. Donc nous sommes très focalisés. Donc, moi, je suis responsable d'un groupe d'oncologie thoracique. Donc je fais ça. Donc je fais ça toute la journée. Donc je connais exactement mes interlocuteurs industriels, je connais mes centres, donc vous ici présents, pardon. Donc on est hyper spécialisé. Donc c'est l'efficience, c'est-à-dire faire le maximum avec le minimum de moyens. On a une collaboration établissement public-privé. Voilà, donc on essaye notamment sur les programmes PHRC, quand il y a un besoin dans des pathologies moins fréquentes, plus difficiles, des sujets de désescalade qui sont des sujets un peu moins porteurs pour un industriel, eh bien on va faire une alliance pour déposer un PHRC. Et voilà, c'est très important qu'on apporte chacun ses savoir-faire dans ce type de montage. Et puis, on a les aptitudes à contractualiser, voilà, donc ça aussi de dépassionner les rapports avec l'industrie pharmaceutique, comme il peut encore en exister. Une expérience internationale qui est, alors pour l'IFCT, elle est dépendante en fait de la fréquence des nombres de cancers en France. Le cancer du poumon, on est sur 45 000 nouveaux patients par an, donc pas de besoin d'aller à l'international. Des programmes gynéco, Arcagie Gynéco, systématiquement ont des ouvertures à l'Europe pour pouvoir aller plus vite et répondre aux questions. Donc voilà l'ensemble des points qu'on va revoir. On va les détailler, et si j'avais ça qui marchait bien. Donc l'objectif, et c'est l'objet de mon déplacement ici, c'est nous avons une vocation à organiser un réseau d'experts de la recherche clinique, et ce, partout en France. On n'est pas attaché à un établissement, un type d'établissement, on doit fédérer. Et vous voyez que globalement, à l'échelle des GCO, nous avons une réunion de 5350 investigateurs qui représentent 351 centres, donc 6 à l'international, et 335 personnes pour animer les unités de recherche clinique. Le focus que je vous fais sur l'oncologie thoracique, pour vous montrer qu'on essaye d'être le maximum présent. Et donc nous avons en 2023 12 centres qui sont très impliqués dans nos essais cliniques. Vous avez ici la liste, et typiquement très porté par la PHM, mais nous avons aussi Avignon qui est très régulièrement dans nos classements, et Toulon, le binôme
le duo Toulon, qui est aussi dans nos 10 premiers centres très qualité. Alors, pour faire tourner de la recherche, il faut de l'argent. Et donc, nous avons 4 sources de financement. Nous avons, alors en premier, les fonds privés apportés par l'industrie pharmaceutique. Nous avons également des fonds caritatifs, il ne faut pas oublier, avec la Ligue nationale contre le cancer et la Fondation ARC, notamment pour les programmes translationnels, des études ancillaires aux essais cliniques. Là, c'est des très bonnes sources de financement. Donc même à l'échelle départementale, il y a aussi des comités départementaux de la Ligue qu'il faut solliciter. Et je ne sais pas si vous le faites, mais n'hésitez pas à le faire. Et puis des fonds publics, notamment à travers le crédit en recherche, et puis à la marge, l'Institut national du cancer et les PHRC. Les groupes ont maintenant une certaine ancienneté, et donc ils ont acquis une capacité aussi de financer sur fonds propres certaines études, le cas sur l'IFCT, sur l'ensemble de nos groupes, à des études qui sont portées directement, et ce qui apporte de la simplicité, de la rapidité, quand on veut répondre à une question qui a besoin d'avoir une réponse rapide. Ce qui fait tout cela, on aime à rappeler que les GCO, c'est un des piliers de la recherche. Il y a les groupements hospitaliers, il y a l'INSERM, il y a l'Unicancer et IAMU. Donc on élabore et on conduit des protocoles dans tous les stades de la maladie, avec les chiffres, cette fois-ci, de l'appareil, 2022 et 2023 ne sont pas encore rentrés. 5858 patients ont participé à des études promues par les groupes coopérateurs en oncologie. Donc vous voyez la liste en fonction des centres. Il y en a 2303 dans les études internationales et 3555 dans les études observationnelles. Et les études observationnelles, elles deviennent de plus en plus importantes. Je vais à la diapo suivante. Avec l'arrivée en trombe de thérapeutiques ciblées, avec des développements qui sont, du point de vue des autorités, incomplets ou nécessitent des données additionnelles, et les groupes coopérateurs sont de bons candidats pour acquérir ces informations de vie réelle à l'échelle France, tout établissement confondu, et de rapporter directement à l'HAS. C'est aussi un critère important pour cet organisme de régulation qui prend beaucoup d'importance en France. Voilà. La publication des résultats, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, et publier les résultats, quels que soient les résultats, bien entendu. Donc en 2023, nous avons 175 publications dans des revues référencées, et vous voyez les impact factors, donc notamment près de 40 publications dans des impacts supérieurs à 30, type Lancet notamment. Publication de congrès, on a 3 temps, donc 2 que je connais mieux pour les tumeurs solides, qui sont l'ASCO à Chicago début juin, et puis l'ESMO quelque part en septembre-octobre au niveau européen. Les 2 temps forts de notre communauté, et il y a l'EHA également pour l'hémato, que je connais moins. Donc, par exemple, le dernier ESMO, il y a eu des études que j'ai retenues pour vous montrer que nous travaillons à des sujets très variés et qui sont au plus proche des besoins des patients et des cliniciens. Donc, avec Arcagi Gynéco, une étude très importante dans le cancer de l'endomètre. FFCD, vous voyez, c'est l'ajout du docétaxel à la chimiothérapie Folfox
Dans les formes gastriques, donc là aussi des molécules bien connues, et ben, il faut continuer à avoir de meilleurs résultats dans ces indications. L'IFCT, c'était l'étude RTEP7, où on va faire de l'intensification de radiothérapie en fonction du PET scan à mi-parcours d'une radiochimiothérapie concomitante. Et puis le Cortec, là aussi c'est une étude de stratégie où on va essayer de remplacer avec un meilleur traitement de radiothérapie stéréotaxique ablative, de remplacer certains traitements systémiques. Donc vous voyez des impacts concrets sans forcément avoir toujours des nouveaux médicaments. Nous sommes parfaitement complémentaires avec les programmes de l'industrie pharmaceutique. Quelques publications, c'est-à-dire les premières études qu'on arrive à faire en commun. Là aussi, c'est l'étape d'après. C'est bien de parler, et après, on va essayer de faire. Et donc, deux études, certains ont participé. L'étude Nipinec GCO 001, qui est ici en bas, qui a fait un late breaking communication orale à l'ESMO 2021 dans les tumeurs neuroendocrines. Donc, ils sont des parfaits candidats pour avoir des études pan-tumeur, parce qu'on retrouve cette forme-là dans plusieurs tumeurs solides. Et une étude CACOVID, GCO, alors je dois vous montrer comme ça. Donc, ça, c'était une étude de l'immunothérapie dans les formes neuroendocrines. Donc, vous voyez, par rapport tout à l'heure, on parlait des objectifs, on est toujours soumis à ça. Est-ce qu'on va inclure? Est-ce qu'on a bien évalué cette capacité? C'est vraiment ce scope-là qui fait qu'on est attractif. À l'époque, le laboratoire BMS se dit, bon, est-ce que ces petits Frenchies, c'est intéressant? Et ils voient ça avec des yeux internationaux. Donc, il fallait démontrer une capacité. Vous voyez qu'on a inclus beaucoup plus vite que prévu. Et dans les deux, en faisant deux cohorts, 50-50, poumons et digestifs. Donc, et des résultats qui sont montrés très rapidement. Alors parfois vous sommes tous un peu sous tension, c'est un peu la mode, le temps s'accélère. C'est-à-dire qu'on termine les inclusions en mars 2021, et bien on était en capacité à montrer les résultats. Alors c'est malheureusement un pronostic assez sombre, donc on était sur des critères à 3 mois, mais on a été en capacité de le montrer en septembre 2021. Et ce, malgré la période où on sortait à peine des restrictions Covid. Donc voilà, ça c'est pas que les promoteurs, c'est vous également, centre investigateur, pour obtenir les résultats dans les meilleurs délais. C'est primordial. Et donc on a démontré l'intérêt de la combo nivolumab, ipilimumab dans cette indication de deuxième, troisième ligne où il n'y a véritablement pas de standard. L'étude CACOVID, GCO 002, elle s'est montée très rapidement à l'initiative de la FFCD, donc la Fédération française de cancérologie digestive, et se dire, allez, on va faire un registre très rapide pour pouvoir inclure tous les patients dans une période du 4 avril au 11 juin 2020, voilà, au cœur du cœur, et de démontrer un peu l'impact par rapport à nos patients qui sont inclus dans des essais cliniques. Donc très important, je vous rappelle que pour l'IFCT, nous avions suspendu uniquement 3 semaines les recrutements de nos études. Là aussi, capacité à intervenir, agir, s'arrêter vite, mais aussi reprendre vite. Dernière publication que je voulais vous montrer, c'est un travail cette fois-ci sur les données de 2 registres internationaux incontestables, qui sont clinicaltrials.gov et le registre des essais européens. Et en analysant, de manière rétrospective, toutes les études françaises de 2005 à 2015.
Donc on a identifié 211 essais cliniques qui étaient clos aux inclusions. Il fallait avoir un certain recul, puisque le but c'était de savoir si le fait que ça soit porté ou avec une alliance avec un groupe coopérateur, est-ce que ça avait un effet sur la capacité à publier les résultats. Donc vous voyez que déjà sur ces 211 études, c'est très équilibré. On a un tiers qui est porté par les centres de lutte, ou par Unicancer, un tiers par les groupes coopérateurs, et 23% CHU, 10% organisations européennes, type ORTC. Et donc, quand on regarde maintenant en résultat, en prenant un recul de 10 ans, on voit que les études qui sont publiées, elles sont publiées par 57% des groupes coopérateurs, les organisations européennes également, Unicancer, et à la fin, quand le CHU est tout seul, il ne publie que dans 17% des cas. Ce sont des choses que l'on connaît un petit peu, tout ce qu'on a des projets PHRC, quand ils sont uniquement portés que par un établissement qui n'a pas la force d'une structuration nationale. Les chiffres sont connus, hein. Il y a déjà 20% des études qui ne démarrent jamais. Donc, ce qu'on veut faire passer comme signal, c'est que c'est important d'avoir ces alliances sur ces financements-là pour mettre toutes les chances du bon côté pour pouvoir aller jusqu'au bout. Nous sommes des interlocuteurs, donc je vous le dis, de l'Agence nationale et internationale, donc l'Institut national du cancer. Il y a des nouveautés, il faut arriver à suivre. Hein. On a actuellement l'Agence de l'innovation en santé, c'est tout nouveau, il y a des budgets annoncés assez astronomiques. Donc là aussi, on doit s'identifier, parce que vous imaginez bien que tout ça c'est très captif, et que l'INSERM rôde toujours, et que les réflexes font que c'est l'interlocuteur et pas c'est eux qui obtiennent les choses, et on ne les revoit plus, et ne serait-ce que par exemple France Génomique n'a pas démontré une efficacité suffisante. Donc c'est notre rôle de se montrer auprès de ces agences, ces nouvelles agences, et de répéter, parce que ça change beaucoup. La DGOS aussi, la Direction Générale de l'Offre de Soins, aussi beaucoup de turnover, donc il faut inlassablement répéter. C'est pour ça qu'on s'alterne au niveau de la direction des GCO, pour pas s'épuiser, et de garder la motivation. Nous avons également des événements pour chacun de nos groupes. Donc, par exemple, il y a 23 événements en 2022. Je profite pour faire la publicité de FCT, puisque nous avons les JAT, donc les Journées Alain de Pierre, qui auront lieu à Avignon fin novembre. Donc, voilà, Avignon, très belle. J'en viens d'hier, donc ça va être formidable. Et puis, nous avons la formation Artec. Donc, est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a déjà été à la formation Artec GCO? Oui? Pas encore beaucoup. Donc, la prochaine, là, c'est la troisième, me semble-t-il. Donc, la prochaine, c'est les 2 et 3 octobre 2025. C'est sur 2 jours. Il y a à la fois des sessions métiers et des sessions de mise au point médicale sur tous les types de cancers portés par les GCO. Donc c'est vraiment 2 jours pleins, très importants. On peut encourager vous à venir à tour de rôle. C'est Nadège. Oui. Alors je me permets qu'en général, toutes les formations de l'IFCT et des autres groupes coopérateurs, quand j'en ai connaissance, sont dans notre agenda sur notre site internet et avec les liens d'inscription et le programme. Donc n'hésitez pas à aller voir, on relaie tout le temps les informations des GC. Très bien, merci Nadège. Alors quelles sont nos perspectives communes? Eh bien, toujours mieux faire de la recherche ensemble avec un nouveau projet. Je pense qu'il y a eu un feu vert, là, donc je peux vous le dire. Dans les tumeurs neuroendocrines,
sujet tout aussi important qui va arriver avec le tarlatamab, très prometteur dans les cancers à petites cellules bronchiques. Et donc là aussi, l'expérience de pouvoir le ramener aux autres, c'est quand même très important. De travailler les sujets d'inégalité d'accès au testing moléculaire, ou en tout cas, alors inégalité, c'est d'emblée mettre quelque chose de négatif, mais de travailler ce côté mise à disposition à la fois des essais et du testing. Donc on avait eu le grand programme Biomarqueurs France dans les années 2013-2014. Je pense que ça mériterait de refaire quelque chose dans ce goût-là, même si l'INCa a moins la main, puisque tous les financements sont maintenant des GOS, des structures ou privées, et donc c'est plus compliqué, malheureusement, qu'en 2012. La situation est plus complexe. Être à la pointe en termes d'approche méthodologique, ça c'est la deuxième partie de mon propos, en étant à jour, sans tomber dans une forme de modernisme exagéré, mais d'être à jour sur des bras synthétiques, des essais in silico, des essais plateformes, voilà, de faire des essais, de faire des explorations dans ces sujets, et puis aussi d'être à la pointe dans les outils qu'on peut mettre à disposition pour faire de la recherche. Donc voilà la première partie de mon intervention. Merci beaucoup. On fait peut-être un point s'il y a des questions sur cette partie-là. Si on a un projet, on se dit, tiens, celui-là, il peut être d'envergure, est-ce que vous ou les autres groupes coopérateurs sont ouverts à l'étude de projets de recherche dans le cas où il puisse être d'intérêt pour venir ensuite y apporter une caution ou le porter un peu plus haut? Alors tout à fait, très bonne question, je n'ai pas rappelé le mode pour comment arrivent les études. Je vous ai rappelé le principe des cliniciens, donc il y a les groupes de travail à l'intérieur de chaque groupe, donc ils vont mieux être membres de groupe et de participer à ces groupes de travail et d'y distiller l'idée que vous auriez en interne et quelque part de la porter, de l'amplifier à l'échelle nationale. Voilà, ça c'est la success story. Ce qui ne fonctionne pas, et voilà, c'est d'arriver 3 jours avant une deadline de PHRC. Non, on aimerait avoir un coup de tampon, IFCT, voilà. Donc ça c'est voué à l'échec immédiatement. C'est tout ce qui va par l'initiative individuelle, dernier moment, ça ne fonctionne pas, donc ne perdez pas de temps. Mais bien entendu, il faut que les protocoles soient maturés, créés. Ça peut prendre un peu de temps parfois, mais c'est la clé d'avoir une étude qui ensuite inclut, parce qu'il faudra emmener les petits collègues pour inclure partout en France. Donc c'est important. Et après, il y a des opportunités aussi industrielles qui peuvent venir de discussions lors de congrès. Voilà, pour aussi être ajouté. Il y a les deux versants qu'il faut garder en tête. Bon, et ben on va vous laisser poursuivre sur la deuxième partie. Alors, deuxième partie. Vous avez vendu une deuxième partie plus terrain. Ah, plus terrain, donc tout à fait, et je vais devoir, j'espère vous entendre. Donc voilà les deux thèmes que je dois traiter. Et alors pourquoi moderniser? On aurait pu même dire faut-il moderniser, parce qu'il y a besoin, pas toujours besoin de changement, et pas forcément un signe positif. Donc nous avons des enjeux d'attractivité compétitive de la France par rapport aux autres pays. Donc voilà, ça fait partie des structurations, même s'il y a le règlement européen qui est arrivé, qui apporte une certaine harmonisation, il y a moins de gros écarts dans notre expérience entre les pays. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons commencé à pratiquer le portail CETIS
Donc en 3 mois, c'est réglé. Donc on a vraiment une poche commune, ce portail, quelque chose de très positif, mais je trouve que les temps se sont rallongés en amont. Les discussions avec notamment les partenaires industriels, c'est des temps qui sont très longs, ramenés aux 3 mois des autorités européennes, des autorisations européennes. D'accéder aux molécules innovantes, et bien donc là, pour avoir ces enjeux-là, d'avoir des leaders qui sont au bon endroit et d'emmener le morceau, parfois c'est souvent comme ça. Maintenir un niveau optimal de qualité de la recherche des soins dans les centres investigateurs. Peut-être qu'il y a des outils qui peuvent aider à tout ça. Et donc, il y a des problématiques avec des difficultés au niveau national sur des pénuries soignants et des personnels de recherche. On doit faire avec ça. Nous n'avons pas à notre échelle de solution. Donc on essaye d'aider, notamment avec, on avait montré les financements de surcoût. Donc on essaye d'être vigilant sur ce point et d'avoir de plus en plus des budgets pour apporter 20 heures, 30 heures de tech et de temps tech systématiquement, ce que nous n'avions pas avant. Mais malgré tout, ça ne va pas suffire. Il y a le retour, le feedback là, des enveloppes mairie, notamment SIGAPS. C'est un serpent de mer, mais il faut quand même vous le dire, participer aux études des GCO, c'est avoir des publications, c'est avoir de l'authorship et normalement ça augmente l'enveloppe de l'année. Après, si vous n'en profitez pas, c'est malheureux. Et voilà, c'est charge à chaque établissement d'avoir sa politique. Les charges administratives et réglementaires deviennent exponentielles et on aime bien s'en rajouter parfois à différents niveaux. Et puis il y a un autre point aussi, qui est la virtualisation. Je l'ai mis des relations des acteurs de la recherche. Période Covid, très bien, les visios, tout ça, mais attention, que le fait que l'on se connaisse, que les cliniciens aiment à travailler ensemble, que ça ne se délite pas avec le temps passé à l'hôpital qui devient plus important, et donc on perd cette dynamique-là de faire quelque chose ensemble. Alors, pour moderniser la recherche, est-ce que ça passe? Oui, c'est pas trop mal. Voilà les points clés de la grande chaîne de la recherche clinique. Donc, tout est interdépendant. Dès qu'on améliore quelque chose, ça améliore les autres éléments. Donc, premier point, c'est la création du protocole. Ce vieux grimoire qui est indispensable, on va respecter la lettre. Vous savez. Donc, pour écrire ce protocole, il y a des nouveautés. Donc, il y a le gold standard, qui est d'avoir un groupe traité et d'avoir une randomisation avec un groupe contrôle en même temps, synchronisé, pas d'études où on va faire un contrôle à un moment donné, puis après on va faire un groupe traité après. Tout ça, ce sont des biais de confusion. Donc là, vraiment, il n'y a pas de problème, pas d'évolution sur ce gold standard. Après, ça peut être des études qui ont des durées longues. Donc il y a des évolutions sur les critères de jugement. Donc ça, c'est un point aussi. C'est la chance, entre guillemets, de l'amélioration thérapeutique sur la survie globale, notamment le cancer du poumon. Donc on va avoir des critères de substitution pour pouvoir répondre un peu plus vite à des questions, notamment tout ce qui est périopératoire. On va pouvoir regarder la réponse complète sur la tumeur, on va avoir la survie sans récidive, des critères de substitution qui arrivent et qui sont de plus en plus reconnus, bien standardisés. C'est une critique dans le temps. J'estime qu'en 2024, c'est mieux structuré. Donc les études, elles sont de plus en plus coûteuses.
donc, il y a certaines indications qui nécessitent peut-être de réfléchir à d'autres voies de recherche. Et donc, ces voies de recherche, notamment avec la FFCD et avec le LISARC, eh bien, c'est de faire de la génération de données à partir des essais cliniques antérieurs et d'arriver à avoir des registres qui vont générer des idées sans avoir forcément besoin d'inclure de nouveaux patients. Donc, c'est assez innovant et il y a un intérêt croissant des laboratoires. Malgré tout, nous avons une approche prudente de l'ACT, de la Commission de transparence également, parce que le gold standard, c'est la randomisation ITT. Tous les patients inclus sont montrés. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de biais ou d'intervention qui vont perturber l'avis des experts indépendants. Et il n'y a à ce jour aucun dossier d'enregistrement de médicaments qui sont basés autrement que sur ce principe-là. Et donc on aimerait de temps en temps, par exemple, faire évoluer ces modifications, notamment avec des bras virtuels bras virtuels, c'est-à-dire que je vais constituer, en prenant des études précédentes, un bras, un groupe de patients qui ressemble à mon groupe de patients que j'ai traité avec le traitement expérimental. Donc il faut qu'il soit relativement contemporain, il ne faut pas qu'il y ait d'évolution, il faut qu'il y ait le contexte des traitements antérieurs, postérieurs n'ait pas trop bougé. Vous imaginez bien qu'il y a des tonnes de paramètres, des tonnes de biais potentiels. Donc c'est regardé avec des yeux de grande suspicion par les autorités. Malgré tout, pour certaines formes de maladies, ça peut avoir son intérêt, et c'est pour ça que nous sommes en veille. On n'est pas des chantres de ça. Et, par exemple, avec la FFCD, dans les formes neuroendocrines, pour aller tester FOLFIRI et immunothérapie en première ligne, eh bien, il y a une tentative de faire de l'hybride. Vous voyez, alors déjà, vous avez un ratio 4 pour 1, là-haut, c'est assez classique, la partie là-haut, mais 4 pour 1. Donc il y a 4 patients qui sont inclus dans le bras expérimental pour un patient dans le bras contrôle. On a eu les 2 pour 1, qui sont, là je pense, quelque chose de très solide, qui est intéressant pour les patients, plus facile à expliquer. Voilà, ça, en oncologie thoracique, c'est quelque chose qui est arrivé. Le 4 pour 1, c'est déjà un petit peu plus hardcore, et avec l'idée d'injecter, comme ça, on a 16 patients contemporains, et après de réinjecter des patients issus de cohortes précédentes, et de faire cette économie de patients de groupe contrôle, et d'avoir ces 120 patients plus rapidement, et d'exposer au maximum les patients à la nouvelle thérapie. C'est déposé, là c'est très confidentiel que je vous dis là, mais ce sont des compromis et peut-être des choses que les groupes coopérateurs, donc là ici avec la FFCD, peut apporter par rapport à des recherches purement in silico ou totalement virtuelles. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu passer ce genre d'études ? C'est très intéressant, mais c'est vrai que ça pose des tas de questions sur la méthodologie de départ, sur la limitation des biais. Mais quelqu'un veut intervenir ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai montré un exemple très concret. J'ai eu déjà un exposé une fois dans les journées IFCT avec des essais in silico. Bon, on repartait en disant tiens, est-ce qu'on va être encore utile, puisqu'ils vont tout faire avec les données, le serveur, de données santé quelque part. Et donc voilà, est-ce que vraiment on a encore une utilité ?
Oui, je peux vous rassurer. Et cette petite dose-là, il faut aller amener de manière très exploratoire dans des maladies rares. C'est sans gros enjeux non plus industriels. Je pense qu'il y en a tout à gagner à se montrer et à travailler ensemble de ce point de vue avec les autorités type ANSM, HAS. Dans le timing, c'est nouveau. C'est-à-dire que ces premiers essais ne sont pas encore arrivés au stade final, publication, etc. Ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Si ça peut être un peu généralisé, si c'est une méthodologie qu'on va devoir nous aussi adapter même à des échelles plus petites. Tout à fait. Excusez-moi, moi je n'ai pas bien compris quelque chose. Ça veut dire que ça récupère des données rétrospectives, ces hybrides synthétiques? Oui, en fait, le rouge, le External Control Data, proviennent des essais précédents. Vous avez peut-être participé à BMANEC et à une autre étude dont je ne me souviens plus du nom. Donc c'est les rouges. Les 48 patients rouges sont récupérés des essais précédents. On récupère les données, les essais précédents, on compare à une donnée prospective. Tout à fait. Qui vont être appareillés. Et donc les 16 sont utiles parce que ça va permettre de donner une clé d'appariement pour avoir un meilleur groupe contrôle. Voilà. Donner des garanties de réalité. Pas vous dire plus. Ça veut vraiment. Voilà un exemple concret. Vos études BMANEC et je ne sais pas comment ça s'appelle. Merci. Vos études BMANEC et je n'arrive pas à bien comprendre dessous. C'est des études qui sont très anciennes ou c'est des choses qui sont relativement récentes, qui ont 5 ans? Voilà, oui, il faut que ça soit contemporain. BMANEC, et peut-être que c'est pas Nipinec parce que c'est en première ligne. Comme je vous l'ai dit, sinon il va y avoir alors soit la pathologie n'a pas beaucoup évolué, il n'y a pas eu d'impact, ce qui est un peu le cas dans les tumeurs neuroendocrines où le socle chimiothérapie n'a pas beaucoup bougé, mais s'il y a eu des révolutions en immunothérapie dans plein d'indications à révolutionner les choses, oui, c'est caduque. Sinon, c'est trop facile, on va comparer avec le moins bon. À tous les coups, je vous sors quelque chose de positif. Je ne travaille pas à la chaise, mais. Mais voilà, ce sont des sujets et ça peut permettre de générer des hypothèses aussi. Parce que je vous rappelle, quand on fait notre petit 30-50, les hypothèses stat, c'est fait pas toujours simple, hein, il y a du doigt mouillé, on fait avec ce qu'on a. Donc là, pour le coup, ça peut donner des idées du gain que l'on peut avoir. Moi, j'ai une question un peu plus technique au niveau des données des anciens essais. Vous fonctionnez avec des entrepôts de données ou autrement? Et au niveau des intergroupes, comment ça fonctionne? Alors, les essais cliniques, on n'a pas besoin le concept entrepôt de données de santé, c'est vraiment, pour moi, les données issues des hôpitaux, issues de la vie, des dossiers médicaux. Nos essais cliniques, ils sont déjà dans des compartiments qui sont gérés par MR 001. Bon, ils ont leur propre vie administrative, ils ont les consentements qui vont derrière. Donc parfois, certains annoncent un entrepôt de données de santé en regroupant les essais précédents, mais on va dire que c'est une vue d'esprit. Peut-être pour préciser la question, est-ce qu'entre groupes, vous partagez vos données ou c'est encore sectorisé par... On peut parfaitement les donner entre nous. Et là, c'est des choses qui sont très anonymisées, donc il n'y a pas de difficulté, surtout pour générer des idées nouvelles. Oui, si on imagine un essai basé sur mutation et pas sur organe, le fait de pouvoir être dans un système un petit peu comme ça, de pouvoir récupérer différentes données pour pouvoir alimenter un library ou ce genre de choses. Tout à fait, notamment dans les pathologies rares, peu fréquentes, des MET, et les 3%, ça vaut le coup de se mettre ensemble, bien sûr. Est-ce qu'il y a besoin de faire signer un consentement pour faire participer à l'intégration des gens? Est-ce qu'il y a? Il y a besoin d'un deuxième consentement? Non, c'est pas prévu. On est sur de la génération, la réutilisation des données,
dans le même esprit que ce que les patients ont consenti. Du coup, là, sur ce schéma, les patients qui sont inclus dans Bévanec et l'autre essai, c'est l'ensemble des patients de cet essai? Alors non, il y a un travail informatique. On va choisir des Bévanec. À l'intérieur des Bévanec, c'est là où il y a une part informatique que je ne pourrais pas vous détailler aujourd'hui. Il y a des appareillements et bien sûr, alors peut-être qu'il faut même tirer au sort, je ne connais pas les détails. Comme le phénomène de bootstrap, quand on retire au sort à l'intérieur d'une cohorte pour voir si on obtient toujours la même chose en prenant qu'une petite partie et en faisant ça des milliers de fois. Le bootstrapping, c'est quand même très puissant. Donc peut-être qu'à l'intérieur, il y a des choses comme ça. Voilà. Alors, pourquoi 48, c'est 16 ou l'autre pour en avoir 61? Pour à la fin avoir on en veut 61 dans le bras traité. Donc c'est ça le but. Après, on va construire notre bras contrôle pour en avoir 61 de l'autre côté. Je suppose qu'il y a des choix de méthodos, mais bon, l'idée c'est d'alimenter un bras avec à la fois du prospectif et du rétro de l'autre côté, issu d'autres essais pour limiter un certain nombre de choses. C'est ça qu'on va oser proposer. Donc, PHRC, c'est une chose. Est-ce que ça sera admis par les autres collègues internationaux? C'est une autre affaire. Et est-ce que ça va être admis par les autorités? C'est encore une autre affaire. En tout cas, ça vaut le coup. Si c'est le cas, on va y avoir tous un intérêt très très rapidement. Oui, allons-y. Sur les registres, ah oui, je vais vous faire parler là-dessus. Alors, multitude de registres à l'échelle internationale. Donc, nous avons cette obligation en tant que promoteur, donc on essaye d'être bien à jour sur les trois en premier, européen, clinical trial et le cycle INCA. On doit publier les résultats à travers ces sites, et notamment celui européen. On a abandonné Clinical Trial parce que les résultats là-dedans, trop compliqués, ils ne répondent pas, ils ont toujours des trucs à dire. Donc ça, on ne fait plus, on se concentre de manière réglementaire sur le registre européen. C'est important, puisqu'il y a des gens qui adorent regarder, évaluer la transparence. Donc on a Transparimed, une organisation européenne, qui nous avait alpagué à une époque en disant c'était le LISARC ne publie pas correctement les résultats dans le registre européen. APHP non plus, je vous rassure, très peu, plus 10%, c'est très peu. Donc on a pris le sujet à bras le corps, donc l'IFCT et les autres GCO, l'objectif 100% des études terminées, donc terminées, parfois c'est long, mais dans l'année, les publications doivent être dans le domaine public, les publications des résultats très détaillés, c'est incroyable ce qu'il y a à faire, mais voilà, on est dans une époque, si on veut dans la modernité, c'est la transparence. Et une transparence publique, je rappelle que tout ce qui est publication dans le monde Elsevier et compagnie, tout ça c'est privé, il faut t'abonner, il faut payer, il y a le copyright. Donc ça n'est pas accepté par ces gens-là qui veulent la donnée publique. Et puis il y a d'autres registres. Alors, il y a le vôtre. Et chaque établissement ou inter-établissement, alors pour nous, c'est pas toujours évident. Et notre grande crainte, c'est que ça ne soit pas à jour. Donc je sais que c'est, avec Nadège, veille au grain. C'est aussi à nous de dire les choses quand il y a des évolutions. C'est bien d'avoir un essai au départ, mais il faut qu'il soit bien maintenu à jour. Et quand il a terminé de recruter, ou qu'il est suspendu pour certains protocoles qui sont on-off, c'est pas évident. Donc en tout cas, de bien pointer tout ce qui a un niveau de détail, de bien pointer sur nos sites, ce qui garantit, ou le site clinical trial, qui garantit que le promoteur a fait son travail de mise à jour. Et là, je voulais vous interroger, parce que les trois qui sont là, on voit arriver des gens start-up
qui essaye de nous vendre des solutions, des systèmes pour favoriser le lien entre les patients et les centres investigateurs. J'ai aucune action dans les trois, je tiens à le préciser, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà été sollicité? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez une expérience à raconter? Je sais que Clinéo, il y a le LISARC qui a fait une expérimentation. Est-ce que l'expérience à me remonter? Ça vous parle? Moi non, j'ai pas d'expérience. J'ai eu une présentation de Clinéo. J'ai rencontré à Nice au CAL. J'ai rencontré à Nice au CAL lors des journées GIRSI de septembre dernier. Ça a l'air intéressant, mais effectivement, on sent qu'il y a une démarche commerciale derrière. Donc, je ne sais pas. Oui, sur le papier, ça a l'air pas mal. Dans la réalité, est-ce que ça marche véritablement? Je ne sais pas. En tout cas, oui. Ça n'a pas encore diffusé énormément, pour l'instant. Vous avez des infos, vous? Nous, on est approchés à titre de promoteur. Donc, alors ça, c'est payant, ça ne fonctionne pas à Saint-Esprit. Mais je pense que l'industrie va peut-être être tentée, plus facilement tentée, de faire un test. Nous, voilà, on a l'impression de mieux connaître nos centres. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre ça en place? Je n'en suis pas certain. Je préfère mettre le paquet sur les bons essais, dans les bonnes indications. C'est plus ça la difficulté. Une étude qui ne correspond pas à un besoin, de toute façon, elle va être difficilement. Moi, je vais intervenir. C'est vrai que nous aussi, du côté des SRC, on a été approchés, nous, par Screenact. Là, par contre, je pense qu'il y a certains établissements qui connaissent. C'est vrai que de toute façon, toutes ces applis, en fait, tirent souvent leurs informations de Clinicol, qui, on le sait à peu près tous, mais de toute façon, malgré tout, pas la Bible et pas à jour, et les promoteurs ne mettent pas Clinicol à jour. Donc, si c'est effectivement ces applis start-up, etc., tirent principalement leurs informations de Clinicol, c'est de toute façon obsolète dès le début. Clinéo, moi j'ai eu également une démonstration dans le cadre d'un congrès national. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, ils sont très axés sains, très plus négatifs, etc. Mais effectivement, ils sont en train de s'ouvrir à des groupes coopérateurs. À l'heure actuelle, par exemple, moi, en tant que DSRC, même chef de projet, je ne peux pas m'y connecter. Ils n'ont pas la possibilité de créer si vous n'êtes pas médecin ou alors il faut que vous vous inventez en tant que patient. Voilà, donc pour l'instant, je pense que de toute façon, dès le départ, ils ont leurs limites. Après, bien entendu, je vais vous inviter à aller dans notre répertoire d'essais cliniques en région où tous vos établissements participent. Voilà. Oui, c'est à craindre aussi qu'ils puissent avoir des freins à la bonne tenue de leur registre, qui sont finalement que ceux que l'on rencontre nous, c'est-à-dire en fait qu'on puisse les alimenter en continu, qu'on prenne le temps de le faire. Pour l'instant, s'ils n'apportent pas de solution à cette partie-là, il y aura peut-être un cosmétique sympa, mais... Alors, il y a aussi au-dessus, encore le registre de toutes les recherches, le nom échappe, qui va arriver au-dessus du registre des essais cliniques de l'INCa. Et donc, il va être là alimenté systématiquement pour toutes les études autorisées à NSM Europe. Et soi-disant, il y aurait, je pense que ça va, une API, donc un petit module informatique, où on peut récupérer l'information en ligne gratuitement, de manière permanente, comme si on pouvait se connecter au registre national de l'INCa là-dessus. Donc il faut suivre, il y a aussi des évolutions. Il ne faut pas rester... voilà. Mais pour l'instant, vous n'avez pas d'expérience à Noël, ça voilà. Il faut revenir l'année prochaine. On reviendra, oui. C'est un peu le sujet, toujours inclure plus vite.
Avec ça, je peux raconter des choses. Moderniser la recherche clinique, deux sujets, décentralisation, dématérialisation. Il y a un exposé cet après-midi, donc je ne vais pas forcément tout détailler. Décentralisation, on est sur des actes qui sont pratiqués en dehors du centre. C'est pas encore très clair, le cadre juridique de tout ça. J'ai l'impression qu'on n'est pas comme M. Jourdain. On a déjà autour de nos centres un scanner qui est fait en ville, une bio qui est fait en ville. C'est déjà un début de décentralisation. Donc attention un petit peu au terme. Nous, ça nous intéresse dans l'esprit d'avoir un centre référent qui peut ensuite avoir par délégation de tâches des rôles d'investigation qui sont délégués. Il y a une phase de test qui est organisée par la NSM parce qu'il y a des contraintes liées au circuit des médicaments, notamment. Nos traitements sont peu administrés directement aux patients. Ou si c'est des comprimés, je vois pas l'intérêt d'aller lui apporter la boîte. Non, c'est pas un enjeu. Mais en revanche, de trouver des synergies d'établissement ou à l'intérieur des gros établissements, on va avoir une tentation, nous, je pensais à Lyon, pour le spécifique de Lyon, il y a des interactions, ils ont créé un système qui ressemble un peu à une décentralisation à l'intérieur même d'un très gros établissement. Et puis il y a la dématérialisation avec tous les outils, on va essayer de passer en revue, le recours au numérique et dans quelles conditions. Et puis les essais hybrides, toujours de mélanger un petit peu tout, et je pense qu'on en est là, nous. Donc les IPRO, les Patient Reported Outcomes, on était beaucoup sur qualité de vie. Alors qualité de vie, c'est ringard, on ne dit plus. Donc maintenant, on fait les PR. Voilà. Il faut avoir les bons termes. Quand on veut faire des publications, on veut faire une publication de surveillance, on a bien appliqué ce mot-là. Donc, rappelez les terminologies. Donc, PRO, on va récupérer, on aime s'intéresser à un symptôme. Le PROM, par quelle méthode on va le récupérer, et le PRO-PM, comment on va le mesurer. Et donc là, c'est assez cadré. Donc, je ne sais pas quelle expérience vous avez. Bien sûr que nous avons, pendant des années et encore maintenant, travaillé sur les questionnaires ORTC, Q5D. Quand vous disiez que les patients ils ont suffisamment de questionnaires à remplir, c'est ceux-là dont on parle, qui ont fait leurs preuves et qui sont internationalement reconnus. Mais ça reste des questions assez fermées. Donc maintenant, il y a le recueil des pros directement. Est-ce que vous avez une expérience sur ce sujet avec des outils potentiellement qui sont installables sur des smartphones du patient? Est-ce que vous avez des échanges à faire sur ce point? Est-ce que c'est encore très classique? Nous, je travaille au centre de haute énergie de Nice. Donc, on commence à avoir une expérience parce que là, je veux présenter en dernier une étude de télésuivi à domicile. Donc, chez les patients, on recueille des symptômes liés à la radiothérapie, les toxicités de la radiothérapie. Et donc, on inclut juste 5 patients, là, c'est tout récemment, mais on est agréablement surpris parce que les patients adhèrent très bien à cet outil. Et c'est par quel moyen, le device? À l'aide d'un smartphone. Le smartphone du patient? Oui, une application sur le smartphone du patient, ainsi sur une application sur le smartphone du praticien. Ok, très bien. Donc ça fonctionne. Donc là aussi, il faut dépasser un peu les idées préconçues que les patients ne pourraient pas. Voilà, c'est d'avancer au moins dans des faisabilités.
dans un premier temps. Et donc, rappelez là-dessus. Oui, alors, pas d'expérience, en tout cas concernant à l'heure actuelle, mais peut-être l'envie de s'y mettre. Si un promoteur à l'ancienne a envie de se jeter là-dedans, au niveau matériel, coopération, etc., vers qui on peut se tourner aujourd'hui comme prestataire, peut-être pour nous fournir des outils. Alors, ça foisonne. Tous les vendeurs de l'ICRF maintenant, c'est le mieux. Il y a encore d'autres qui proposent, mais ça foisonne. Nous, pour l'IFCT, on est avec la société clinicale Marvin, et ils ont aussi, parce que ça, les applications se parlent, tout avec la garantie de confidentialité que cela implique, avec toutes les données qui proviennent des terminaux des patients. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une méthodologie qu'il va falloir qu'on adopte très très vite si on veut être pertinent, performant pour nos essais, s'adapter aussi aux thématiques, le suivi de malades chroniques, même en général, l'hospitalisation à domicile, et puis le lien ville-hôpital. Tout ça, à un moment donné, il faudra décentraliser et pouvoir suivre les choses. Donc, on a une réflexion inter-GCO, là aussi, pour faire de la faisabilité. On en est là. Je pense qu'il faut y avancer. Et la faisabilité dans un cadre. On ne va pas refaire toutes les erreurs de l'époque qualité de vie, où chacun avait ses questionnaires, ses machins. Il faut rester très proche, le NCI CTCAE. Il y a la même chose, il y a le PRO CTCAE, avec 127 items potentiels. Il faut les choisir là-dedans. C'est ma recommandation, ne pas se lancer dans la poésie. À l'échelle internationale, c'est voué à l'échec. Voilà, il faut constituer ses scores avec cette batterie-là. Voilà, donc c'est un défi que, au terme d'IFCT, on aimerait lancer pour... c'est vraiment une phase de faisabilité. Alors attention, le risque, sur l'utilisation des personnes les plus vulnérables âgées, ok, on a aussi des sujets PS2-3, c'est peut-être pas là, mais il faut faire l'étude là, il faut les démarrer, pour faire la faisabilité, on va démarrer sur l'étude de première ligne, de patients standards. Attention que ces outils ne soient pas définis comme un outil de pharmacovigilance. Voilà, alors, que ça soit bien du recueil non interventionnel, que l'on ne regarde pas, nous c'est pas notre ligne, que l'on ne va pas regarder et d'avoir une masse d'informations. À ce moment-là, il faudra avoir en permanence un secrétariat, un standard pour tout lire, parce que si on laissait passer un truc, alors là on serait pour être réattaqué en termes de déficit de pharmacovigilance. Sachant que certains hôpitaux ont développé des outils de télésurveillance aussi par ailleurs. Est-ce que c'est le cas dans vos établissements? Est-ce que les patients ont déjà ce service-là? Les patients ont le soin courant? Est-ce qu'ils ont déjà... Oui. Oui, à l'hôpital européen, on a installé Résilience. Résilience pour un suivi à distance. Avec un outil, donc c'est un outil informatique. Un outil de télésurveillance. Voilà. Pour les patients qui ne sont pas inclus dans les essais cliniques. Alors là, on a commencé avec des patients qui sont suivis en chimio, et donc pour faire le suivi à distance, intercure. Et donc vous recevez des alertes si le patient dit, vous recevez des alertes à gérer. Tout à fait. Voilà. À l'hôpital Matignon, il y a aussi, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il y a un endocrino. Il y a les patients qui sont sur pompe à insuline, qui sont suivis déjà. Et un pneumo aussi, pour les patients qui sont, et un cardio. Il y a toute la télésurveillance en cardio. Voilà, donc c'est bien important pour nous de faire le distinguo. Nous n'avons pas vocation, dans nos essais cliniques, à télésurveiller. Nous sommes déjà à faire du télérecueil. C'est déjà un point à tester. Alors, puisque c'est le médecin. Aujourd'hui, la formation à l'hôpital de Draguignan, de l'IDEC,
pour la mise en place à partir du mois prochain de résilience, le même type de truc. C'est toujours des patients en cours de traitement, qui soient des chimiothérapies orales, des chimiothérapies, et ça a l'air d'être intéressant sur le plan théorique. On va voir ce que ça va donner. Voilà, parce qu'il faut avoir les ressources derrière pour traiter ce message. On a tous connu le numéro de téléphone très facile à joindre pour accéder à le patient puisse accéder à un suivi par le téléphonique. Ça, on l'a tous connu, donc il faut suivre. C'est la gestion de ce signal. Après, peut-être que c'est, je ne sais pas, je ne connais pas du tout résilience, mais moi je travaille aussi sur la pharmacovigilance post-AMM. Peut-être que ce type d'outils, résilience que vous avez mis en place, ont des connexions ou des alertes sur signalement.gouv pour justement parer, parce que c'est ce que vous dites, c'est si du personnel médical reçoit des infos et qu'on a quand même une obligation en tant que professionnel de santé de déclarer un événement indésirable, mais là on part hors essai. Ça veut dire qu'on se retrouve en défaut, hors essai, qu'on se retrouve en défaut de signalement aux autorités de santé d'un événement indésirable. Donc je pense qu'à mon avis, des outils comme Résilience, je ne connais pas du tout, mais ça peut être intéressant, ont dû mettre en place, enfin, je sais qu'il y a un outil qui s'appelle EV Report, qui a mis en place justement une alerte qui part sur des CRPV en fonction du département courant, etc., pour signaler en post-AMM justement un événement indésirable. J'imagine qu'il peut y avoir des choses comme ça, parce que sinon l'information à traiter et à renvoyer, elle est importante. Elle est importante et il faut faire le tri, c'est tout un process. Sachant que, comme vous le savez, de toutes les manières, tous les patients ont maintenant, depuis 2011, la possibilité de déclarer leurs propres événements indésirables auprès des autorités de santé, et qu'ils le font plus que les professionnels de santé a priori. J'ai travaillé sur ce sujet-là à l'Institut et ça a été le cas. Une dernière question, après on rentre sur le pays. C'est drôle, l'intérêt, c'est de remplacer les questionnaires de qualité de vie. Oui. Et parce que ces questionnaires RPC qu'on utilisait, c'était quand même beaucoup, parce qu'ils étaient validés pour les publications, on était quand même plus sûr de leurs résultats. La validation des publications sur des pros, dès lors qu'on pose les mêmes questions, là ça arrive, c'est vraiment des choses qu'on voit arriver dans les congrès, les publications, il y a des publications qui sont dédiées que à ça. Et donc, déjà, on peut ne faire que, ce que je viens d'électroniser le QFU730, en fait. Rien que ça. Ne pas modifier trop sur des données. Et si on veut aller dans la personnalisation, de bien rester choisir dans le menu et pas trop sortir du menu. Mais ça peut être ce que je vous avais présenté, le CPCAE adressé aux Tout à fait. patients. Et de voir, de comparer. Donc les études de faisabilité, c'est d'abord de voir les pourcentages de récupération en fonction des âges, en fonction de tout ce travail-là à faire. Allez, dernier point, parce que j'en avance, c'est le Remote Patient Monitoring. Alors c'était le e-monitoring, mais je souhaitais bien faire une terminologie, en tout cas pour l'IFCT, on entend bien deux choses différentes entre le RPM et le monitoring à distance. Car pour nous, c'est pas la même chose. Dans le monitoring à distance, on entend l'accès du promoteur au dossier médical d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est pas quelque chose que nous avons mis en place. En revanche, nous avons mis en place un suivi distanciel des procédures, du remplissage des données, du CRF, qui peut permettre d'avoir une fois sur deux, au lieu de se déplacer partout en France, ce qui reste une activité lourde, coûteuse, et écologie, puisque maintenant il faut qu'on intègre aussi ces choses-là. Donc d'avoir une espèce d'équilibre que nous avons mis en place. Donc nous avons par exemple à l'IFCT une visite, un appel, un remote patient monitoring très rapide après la première inclusion. Et je pense qu'on a rattrapé pas mal de choses, parce que les mises en place, elles ont lieu parfois 2-3 mois avant, donc on a un peu oublié, il y a le rodage, est-ce qu'on a bien traité les patients dans le bon bras, est-ce que la procédure de posologie elle est bien respectée, ça c'est des choses qui sont rattrapables. La bonne version du consentement, là aussi c'est des petites choses, mais qui sont
totalement rattrapables à distance. Donc celui-là, on y tient beaucoup. Et puis après, on va dire une fois sur deux, on a ce point qui est là, qui n'est pas forcément trop long, hein, mais qui permet d'avoir cette discussion générale sur l'étude, voilà, donnée à jour, et une aide à la résolution des requêtes. Est-ce que là-dessus, vous avez des choses à partager? Est-ce que vous avez une nouvelle contrainte pour vous? Comment vous vivez cette intervention à distance des promoteurs? Alors, depuis Covid, on a dû en avoir. Sinon, on a un sujet justement cet après-midi, en tout début d'après-midi, sur des remote SDV avec accès entre guillemets, hein, vous aurez les précisions cet après-midi, sur l'accès direct au dossier patient. Voilà. Il va falloir rester. Oui. Et le dernier point, là aussi vous interrogez, c'est le classeur investigateur. C'est un enjeu, aussi bien pour nous que pour vous, ce petit document. Il y en a 60, on a 60 centres en France, pour nous il y a 60 petits classeurs qui vivent leur vie, c'est infernal. Alors que c'est le document le plus regardé en cas d'inspection audit, alors que l'ICRF, maintenant on l'a vu, on est tranquille. Et ce document-là, pour moi, on n'a pas fait beaucoup de progrès depuis 20 ans. Et donc, c'est un enjeu pour nous deux. Donc, soit on a une approche que c'est une espèce de super cloud avec une gestion fine des accès. C'est un peu APHP qui développe ça. C'est bon an, mal an, parce que tout ça, il y a des budgets importants. Ça peut être une option. Ou alors de passer à une vraie GED, gestion électronique documentaire, dans laquelle on va pouvoir ranger des choses extrêmement confidentielles, que sont les consentements et les reconsentements, la liste des délégations des tâches à jour à la SCV et DPC, déploiement des modifications substantielles, signature des investigateurs à l'intérieur de ces ITMF. Est-ce que vous avez des choses à me dire là-dessus? Brochure investigateur et d'embarquer la pharmacie, parce qu'il y a aussi ce petit bout de classeur qui vit sa vie à la pharmacie, et avec une nouvelle contrainte d'archivage de 25 ans. Donc, est-ce que vous avez des expériences heureuses ou moins heureuses à échanger? Après là, il y a deux types de données, parce que par exemple, les e-consent, ça va être des données patients, etc., alors que le ITMF, c'est une donnée protocolaire avec la confidentialité, etc. C'est un peu des... Vous parlez là, quand vous parlez de ça, des versions, des différentes versions de documents. Oui, c'est ça, avec l'attestation signée d'avoir eu l'approbation des modifications substantielles par chaque investigateur local. Oui, donc. Ouais. Signature électronique. Oui. Et voilà. Donc il faut des accès, docteurs. Et quand ils signent un papier, on est sûr que c'est eux qui ont signé. Oui. Moi j'ai une expérience, c'est avec un industriel, Boehringer, pour ne pas le citer, et ils ont une offre qui s'appelle Cleanergize, et qui est un classeur investigateur dématérialisé, dans lequel effectivement on va trouver la bonne dernière version du consentement, la dernière brochure investigateur, la dernière version du protocole, dans toutes les langues possibles et imaginables. Et sur ce portail Cleanergize, on implémente, alors sous forme de scan, les training logs, les délégations des tâches, etc. Alors, on n'est pas dans ce mode, dans une signature électronique, on est plutôt dans une impression du papier, on signe manuellement avec de la présence. Charger les documents charger les documents qui ont besoin d'être dedans. D'expérience, j'ai fait 3 études avec ce portail Cleanergize. C'est vrai que c'est pratique, c'est vrai que c'est bien. Honnêtement, on n'a pas à se dire est-ce que j'ai la bonne version du protocole, est-ce que c'est la bonne version, machin, ça. Si on a un doute, on va directement dans la base et on récupère. Donc, ouais, c'est pas encore 100% le top,
mais ça aide quand même énormément. On a toujours un classeur investigateur papier au sein du site, mais il est minime, et dans lequel on va archiver nos consentements papier, des patients ou les consentements, je le lis en même temps. Oui, c'est activité. Et donc, du coup, en fait, ça limite vraiment le format papier qu'on a. Pour les gros essais industriels, oui. C'est une belle. Vous ne montez pas les consentements dedans. On n'implémente pas les consentements dans ce. Vous les montez. Est-ce que vous les scannez aussi dans vos établissements? Est-ce que vous les mettez à l'abri en plus que le document papier? Est-ce que ça vous arrive de les sauvegarder sur les serveurs par sécurité? Donc c'est peu généralisé, j'ai l'impression. Parce que voilà, il faut tenir la distance et éviter que ces documents se perdent. C'est notre grande crainte, car à la fin, c'est le consentement, même s'il a été vu, s'il a disparu, on devra quand même annuler la participation du patient à un moment. Donc ça c'est intéressant. Donc plutôt suspicion sur la signature électronique, bien entendu, garder le test sur le chargement de documents plus classiques. On pourrait quand même continuer de faire signer derrière la porte discrètement. Okay. Chez Denis, ils utilisent un système double comme ça pour réduire le papier, et en fait, du coup, le système informatique a moins de problèmes de confidentialité. Il n'y a rien qui concerne directement des choses nominatives de patients dedans. Oui, on revient à la modernité, s'il vous plaît. Un peu de tout. Ok. Donc voilà, donc c'était les échanges que je vais avoir. Et donc je vous remercie pour ce moment et cette prise de parole. Et en tout cas, merci Damèche pour l'invitation.